Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Gilles Carrez, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Messieurs, c'est à vous. C'est un jour d'histoire pour l'industrie. Bienvenue Gilles Carrez, bonjour. Bonjour. 14. L'État Dongfeng, la famille Peugeot, elle perd le contrôle, elle était trop divisée, elle n'a pas su anticiper. C'est désormais Peugeot sans les Peugeot. Sur les Peugeot, il faut pleurer? Non. Je pense qu'on n'avait pas le choix. Peugeot n'a pas su prendre le tournant de la mondialisation et l'État est conduit à se porter à la rescousse avec cet actionnaire chinois. J'espère que la nouvelle stratégie va marcher. En tout cas, moi je ne suis pas choqué par la présence de l'État. J'observe d'ailleurs que l'État, qui est l'actionnaire depuis très longtemps de Renault, n'a pas empêché Renault de mener une politique conforme aux exigences de la mondialisation. Et Renault s'en est mieux tiré avec un actionnaire comme l'État que la famille Peugeot qui était recroquevillée en fait sur à la fois le territoire national et sur... Donc ils payent leurs erreurs, les Peugeot. D'une certaine manière, ils payent la mondialisation qu'ils ont mal à assumer. Qui n'ont pas le vu. Peugeot sera peut-être sauvé avec un Carlos Tavares qui prendra bientôt les commandes. L'État libère, l'État ouvre, l'État est actionnaire, mais il reste à la manœuvre. C'est-à-dire que Richelieu et Colbert sont toujours vivants en France. Je dirais plutôt que l'État, actionnaire, minoritaire, mais pesant sur des orientations, et ce de façon temporaire. Regardez l'intervention de l'État sur Alstom, par exemple. Moi, ça ne me choque pas, bien que je sois plutôt libéral. Les grands patrons étrangers ont quitté Paris satisfaits, Gilles Carrez, mais impatients des actes. L'opération a plutôt réussi. Est-ce que vous cédez vous aussi au parfum de séduction? Moi, je pense que ce qu'on appelle le pacte de responsabilité, qui consiste vraiment à diminuer fortement les charges des entreprises, le coût du travail, je pense que c'est une bonne orientation. La question que je me pose, c'est qu'on ne peut plus baisser les impôts, baisser les charges, si parallèlement, on ne diminue pas les dépenses. Et la question pour moi, c'est où sont les 50 milliards d'économies de François Hollande? Mais est-ce que le pacte de responsabilité porteur de dynamique et d'emploi à terme et pas trop tard? Alors c'est un peu tard parce que ça fait bientôt 2 ans que François Hollande, la nouvelle majorité sont au pouvoir et c'est seulement maintenant qu'ils se rendent compte que l'emploi, la croissance passe par la santé des entreprises. Mais ils l'ont déjà dit, mais il n'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais. En dehors de la voracité, la France a des atouts pour attirer. François Hollande a annoncé hier tout un catalogue de mesures pour simplifier, pour faire repartir les investissements étrangers. Est-ce qu'il peut y parvenir avec ce qu'il a dit? Et en particulier, quand il promet la fin du zigzag d'une fiscalité erratique. Pour moi, tout va être dans l'art de la mise en œuvre. Parce qu'il y a un écart colossal entre ce que dit François Hollande et puis le comportement de ses ministres. Par exemple, François Hollande nous dit on va faire 50 milliards d'économies. Tous les jours, je dis bien tous les jours, il y a un ministre qui propose des dépenses supplémentaires ou qui refuse des économies. On va prendre des exemples. Mais vous voulez dire que les principaux détracteurs de l'Élysée sont des ministres qui ne regardent pas la dépense? Je dis qu'on est dans le double discours permanent. Double discours. Il y a un discours à l'Élysée et il y a des faits, des réalités différentes au gouvernement. Ce qui explique tous ces zigzags, ce qui explique ces allers-retours. Et le président de la République est à 20% de popularité, c'est-à-dire à 80% d'impopularité. Thomas Sauton parlait tout à l'heure à 7h15. Est-ce que vous croyez à sa stratégie? Oui à l'entreprise, oui à l'économie de marché, oui à la réduction des déficits? Nos institutions lui donnent le pouvoir d'un président de la République élu. Reste à savoir si sa majorité, qui est très éclatée, va continuer de le suivre dans cette orientation. Alors on va prendre des exemples. Est-ce que vous êtes d'accord avec le MEDEF qui veut réformer l'assurance chômage? C'est en discussion. Et surtout le statut des intermittents qui est, en France, intouchable. Écoutez, il ne faut pas supprimer le statut des intermittents, mais il faut le réformer. Ça fait 15 ans qu'on fait des rapports là-dessus. Et donc, cette réforme indispensable, quand j'entends que Aurélie Filippetti ose en dire que toucher au statut des intermittents, c'est tuer la culture,
Là, on voit qu'on est dans l'excès total. Ça montre que, en tout cas, dans le secteur de la culture, il n'y a aucune volonté de réforme. Vous voulez dire qu'elle se trompe, elle ne doit pas le dire. Elle se trompe complètement, c'est totalement excessif. Vous voulez dire que sinon, c'est elle qui doit le payer. Si on est incapable de réformer, même à la marge, le statut des intermittents, que penser des autres réformes qui sont nécessaires au pays ? Mais la droite n'a jamais osé toucher au statut des intermittents. Quelles économies il faudrait faire avec les intermittents Je pense qu'il faut basculer le régime des intermittents dans le régime du chômage dit des intérimaires. Et par ailleurs, favoriser, s'agissant d'un certain nombre d'intermittents, l'installation en libéraux, en profession libérale. Ça fait combien d'économies, ça ? Je pense qu'on peut économiser 300 à 400 millions par an. Et les aides publiques à la presse, il faut évidemment les maintenir, Gilles Carrez, même les développer. Mais les aides au cinéma... Je trouve que les aides au cinéma sont tout à fait excessives. On produit, je crois, 300 films par an, ce qu'on appelle des films d'auteur, avec un public très réduit. Et je pense qu'il faudrait y avoir une analyse plus fine entre les aides publiques et puis l'audience, le succès commercial de ces différents trop de films. films ou trop de soutien aux amis. Je pense surtout qu'il y a beaucoup trop d'argent public, ce qui conduit à de moindres exigences. Alors, vous avez parlé d'Aurélie Filippetti. Le ministre de la Santé, Marisol Touraine, elle se tait. De tous côtés, on lui réclame des économies, par exemple sur l'assurance maladie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur l'assurance maladie, elle se tait, non, puisqu'elle propose, à l'horizon 2017, d'avoir généralisé le tiers payant s'agissant des consultations chez les médecins. Le tiers payant généralisé, il faut savoir que ça va être une déresponsabilisation supplémentaire des patients et ça va être des dépenses d'assurance maladie, de consultation remboursées par la Sécu qui vont s'envoler, exactement comme ça s'est passé pour les médicaments en pharmacie. Oui, mais chaque famille, chacun de nous a un comportement plutôt irresponsable et égoïste, ça vous le savez. Les premiers chiffres sur les retraites décidés en 2012 viennent d'être publiés. Est-ce qu'ils sont bons et est-ce qu'ils correspondent à des nécessités ? Dès l'arrivée des socialistes en juin 2012, ils ont remis en cause la réforme de 2010. Résultat, en 2012, il y a eu 85 000 départs avant l'âge légal. Donc des départs pour carrière longue avant l'âge légal. En 2013, on passe à 150 000, presque le doublement. Ça veut donc dire qu'en 2013, le régime des retraites supporte plusieurs centaines de millions de plus qu'en 2012. Mais où va-t-on ? Vous n'êtes pas en train de nous faire le coup de la menace de la faillite, M. Carrez, non ? Je m'inquiète, parce que quand je vois que le lendemain même du rapport de la Cour des comptes, Didier Migaud est venu ici même et expliquer la situation, le Premier ministre annonce un plan dépendance, ce qui veut dire au moins 1 milliard de dépenses publiques supplémentaires chaque année. On sait bien que le plan dépendance, on ne peut pas le financer. Je me dis que, à force de multiplier les dépenses, de refuser les économies, de vivre à crédit, nos créanciers vont finir par prendre peur. Donc il y a des ministres responsables, raisonnables. Et vous avez l'air de plaindre Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. Oui, je le plains, oui. C'est-à-dire, dans votre énumération, vous mettez même le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, auquel Martine Aubry a rendu hommage. Mais ce matin, dans l'opinion, il y a eu une énième rumeur sur la nomination de Claude Bartolone, éventuellement, comme Premier ministre, avant même les municipales. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous le connaissez bien, Bartolone, Claude. Claude Bartolone, il est sympathique, il a beaucoup d'amis. Je m'interroge parce que je crois qu'il est assez dépensier. Il se trouve que la fenêtre de mon bureau donne sur l'hôtel de l'Assé et j'observe qu'il y a des réceptions pratiquement tous les jours. Donc s'il devient Premier ministre, il faudra lui mettre en face de lui un ministre des Finances qui verrouille les comptes. Parce que l'heure est aux économies. On ne peut plus continuer à dépenser plus que ce qu'on gagne. Est-ce que vous n'êtes pas comporté aujourd'hui comme un militant politique d'opposition, Gilles Carrez ? Pas du tout, pas du tout. Mon souci, c'est que nos créanciers continuent à faire confiance à notre pays et continuent à nous prêter. Parce que si jamais ils prennent peur, si les taux d'intérêt s'envolent, là, ce sera la catastrophe. Merci. Cassandre Carrez. Merci Jean-Pierre Elkabbach, merci Gilles Carrez d'être venu ce matin sur Europe 1.